La greffière d'audience. Bonjour, messieurs les juges. Il s'agit de l'affaire IT 95-17-1A, le procureur contre Anto Furungia. Le président, monsieur Furungia, vous m'entendez? Oui, monsieur le président, je vous entends. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. La chambre d'appel va demander aux parties de se présenter. D'abord pour l'appelant. Bonjour, messieurs les juges. Je m'appelle Luka Micetic et je défends Anto Furungia. Le président du côté de l'accusation. Bonjour, messieurs les juges. Je m'appelle Yupansa Yapa. Je représente l'accusation en compagnie de monsieur Christopher Staker et de monsieur Norman Farrell, notre substitut d'audience étant Georges Hubert. Le président, la chambre d'appel du tribunal pénal international rend aujourd'hui son arrêt dans l'affaire le procureur contre Anto Furungia. Le greffier distribuera aux parties des copies du texte de l'arrêt à la fin de l'audience. Conformément à la pratique adoptée par ce tribunal, je ne vais pas donner lecture du texte de l'arrêt. Je ne donnerai lecture que du dispositif de celui-ci. Je vais donc, ceci mis à part, me limiter à des remarques liminaires. La présente chambre d'appel a été saisie d'un appel déposé par M. Anto Furungia le 22 décembre 1998 dans le contexte suivant. L'appelant, M. Anto Furungia, a été inculpé de 3 chefs d'accusation pour des crimes relevant de la compétence du tribunal. Lors de sa comparution initiale devant la chambre de première instance le 19 décembre 1997, M. Furungia a plaidé non coupable de tous les chefs figurant à l'acte d'accusation. Un des chefs a ultérieurement été modifié et retiré et de l'acte d'accusation modifié. Le 10 décembre 1998, la chambre de première instance 2 du tribunal a déclaré l'appelant coupable des 2 chefs d'accusation restants. Au titre du chef 13, il a été déclaré coupable en tant que co-auteur de torture, une violation des lois ou coutumes de la guerre, et au titre du chef 14, de complicité d'atteinte à la dignité des personnes, y compris le viol, une violation des lois ou coutumes de la guerre. La chambre de première instance a condamné l'appelant à 10 ans d'emprisonnement au titre du chef 13 et à 8 ans au titre du chef 14. Et la Chambre a ordonné aussi la confusion des peines que l'appelant purge actuellement. Et c'est de ce jugement que M. Furungia a interjeté appel. Il a ensuite déposé devant le bureau une requête postérieure au procès aux fins de récusation du juge Mumba, qui était présidente de la chambre de première instance pendant le procès, ainsi que d'une demande d'annulation de la condamnation et de la peine prononcée contre lui et d'ouverture d'un nouveau procès. Ne s'estimant pas compétent pour juger de l'équité du procès, le bureau a rejeté cette requête. L'audience en appel s'est tenue le 2 mars 2000 et l'arrêt de la Chambre a été mis en délibéré. Une requête postérieure a été déposée relative à l'incompétence de la Chambre de première instance. Elle a été déposée par l'appelant le 8 mars 2000, mais la Chambre d'appel l'a rejetée au motif que cette requête avait été déposée hors délai.
Mon intervention d'aujourd'hui aura 3 volets. Je vais d'abord présenter le texte de l'arrêt de la Chambre d'appel. Ensuite, je ferai un résumé des conclusions de la Chambre. Enfin, je donnerai lecture du dispositif de l'arrêt. Je répète que le texte de l'arrêt est celui qui sera distribué tout à l'heure. À l'exception de son dispositif, je ne donnerai pas ici lecture de l'arrêt. L'arrêt est subdivisé en 8 chapitres. Le chapitre 1 présente la procédure d'appel, les motifs d'appel et les prétentions de l'appelant. Le chapitre 2 traite de la question préliminaire de la portée de l'examen en appel. Au chapitre 3 jusqu'au 7, on trouve un examen des 5 motifs d'appel. Le dernier chapitre contient le dispositif de l'arrêt. Je vais désormais passer en revue les parties principales, les chapitres les plus importants de cet appel. En premier lieu, la Chambre d'appel traite de la portée de l'examen en appel, question qui a été soulevée par les parties. La Chambre d'appel estime qu'au terme de l'article 25 du statut, son rôle se limite à corriger les erreurs de droit qui invalident une décision et les erreurs de fait ayant entraîné un déni de justice. S'agissant des erreurs de droit, c'est à l'appelant de faire la preuve de ce qu'il avance. Cependant, même s'il n'y parvient pas, la Chambre d'appel peut intervenir et conclure pour d'autres raisons qu'il y a effectivement eu erreur de droit. Eu égard aux erreurs de fait, la Chambre d'appel ne peut revenir sur les conclusions de la Chambre de première instance que si les éléments de preuve sur lesquels celle-ci s'est appuyée ne sauraient raisonnablement être acceptés par aucun être doué de raison. L'appelant présente 5 motifs d'appel contre le jugement rendu le 10 décembre 1998. Les voici. L'appelant s'est vu frustré de son droit à un procès équitable en violation du statut du tribunal. 2. Les éléments de preuve présentés sont insuffisants pour le reconnaître coupable au titre de l'un ou l'autre des 2 chefs d'accusation. 3. La défense a été lésée car la Chambre de première instance est indûment appuyée sur des éléments de preuve relatifs à des actes ne figurant pas à l'acte d'accusation et dont le procureur n'a jamais, avant le procès, indiqué qu'il faisait partie des charges retenues contre l'appelant. 4. Le juge Mumba, présidente de la Chambre de première instance, aurait dû être dessaisi. 5. La peine prononcée contre l'accusé est excessive. Les prétentions présentées par l'appelant sont les suivantes. 1. Son acquittement ou, à défaut, l'annulation de ses condamnations ou l'ouverture d'un nouveau procès. 2. Si la Chambre d'appel devait confirmer la condamnation prononcée par la Chambre de première instance, l'appelant demande que la durée de sa peine soit ramenée à une période ne dépassant pas 6 ans, en tenant compte de sa détention préventive depuis son incarcération, à savoir depuis le 18 décembre 1997. Je vais maintenant présenter brièvement les conclusions de la Chambre d'appel. S'agissant du premier motif d'appel, la Chambre d'appel estime que l'appelant ne s'est pas vu frustré de son droit à un procès équitable et qu'elle ne saurait accepter ce motif d'appel. S'agissant du deuxième motif d'appel, la Chambre d'appel estime qu'il n'a pas été démontré que les conclusions factuelles de la Chambre de première instance étaient déraisonnables, vu les éléments de preuve admis au procès. En outre, la Chambre d'appel n'est pas convaincue
de l'existence d'erreurs de droit requérant son intervention. En conséquence, elle rejette ce motif d'appel. S'agissant du troisième motif d'appel, la Chambre d'appel estime qu'il n'est nullement obligatoire que les éléments de preuve sur lesquels s'appuie effectivement le procureur figurent à l'acte d'accusation et que la défense n'a pas été lésée par le fait que la Chambre de première instance a admis pendant le procès des éléments de preuve relatifs à des faits non mentionnés dans l'acte d'accusation modifié. En conséquence, la Chambre rejette le troisième motif d'appel. S'agissant du quatrième motif d'appel, la Chambre d'appel estime que, subjectivement, le juge Mumba, président de la Chambre de première instance en l'espèce, n'a pas fait preuve de partialité. Elle conclut d'autre part que, objectivement, rien dans les circonstances qui prévalaient n'a donné une apparence de partialité. La Chambre rejette donc ce motif d'appel. S'agissant du cinquième motif d'appel, la Chambre d'appel estime que la peine prononcée contre l'appelant n'est pas excessive et que la Chambre de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux dispositions pertinentes du statut et du règlement de procédure et de preuve ainsi qu'à la jurisprudence du tribunal. En conséquence, ce motif est également rejeté. Je vais maintenant donner lecture du dispositif de l'arrêt de la Chambre d'appel. Le voici. Par ces motifs, la Chambre d'appel, à l'unanimité, rejette chacun des motifs d'appel, déboute l'appelant et confirme les condamnations et les peines prononcées. Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi. Les signatures des 5 juges sont apportées à ce document. En date du 21 juillet 2000, aux Pays-Bas, juge Shahabuddin, juge Vora et le juge Robinson font figurer des déclarations en annexe du présent arrêt. C'est ainsi que se termine la présentation de l'arrêt. Je vais maintenant demander au greffier de remettre des copies de cet arrêt aux parties. En absence d'autres questions à aborder, l'audience est levée. Vous levez.